Bonjour à tous. On se retrouve donc quelques heures après la vidéo de reprise. Et donc on commence à la première vidéo. Première vidéo un petit peu véritable. Voilà, une parmi, j'espère, beaucoup d'autres dans le futur, sur la liberté. Aujourd'hui donc première vidéo d'analyse et de partage d'idées, voilà. On va parler un peu de l'impôt, puisqu'on reparle beaucoup dans le débat public de l'impôt. J'ai vu que Barnier ne s'interdisait pas, lol, de monter je ne sais plus quel impôt ou fiscalité ici ou là. J'ai pas extrêmement bien compris. Voilà. J'ai vu rapidement, en tout cas, qu'il ne s'interdisait pas une plus grande, qu'est-ce qu'il dit? Justice fiscale? Oh là là, monsieur Barnier, attention, attention, attention. Non, non, ça me plaît pas du tout, tout ça. Bon, après, j'ai pas le choix, puisqu'évidemment, vous le savez aussi bien que moi, mais ne plus payer l'impôt revient à se condamner. Voilà, donc il n'y a pas de liberté, ou de consentement plutôt à l'impôt, ça n'existe pas. Il y a l'impôt et c'est tout. Et justement, parlons de ça, parlons un petit peu de l'impôt, au niveau de sa nature, mais aussi de ses effets. Il y a les deux versants. On commence par les principes, ce qu'il est fondamentalement, ce qu'il révèle de la société et ses effets économiques. Alors, j'ai un petit texte ici juste face à moi, mon article de blog, et puis comme j'ai dit hier, ou du coup tout à l'heure pour vous, en vidéo, dans ma première vidéo de reprise, bah écoutez, je vais simplement partager ce texte rapidement avec vous et vous le synthétiser. Premier élément, c'est que l'impôt repose sur la coercition. D'accord? Donc c'est un vol légalisé dans la mesure où l'État viole votre propriété privée en utilisant la menace de sanctions pour vous contraindre à le payer. Premier élément, ça c'est du principe pur. Taxe, zeft, l'impôt est un vol. C'est pas une question de consentement, c'est une question que vous payez et puis vous vous la fermez, quoi. Puis moi pareil, et puis votre voisin pareil, et point barre. Faites un petit test, chers amis, faites un petit test. Tentez de ne plus payer l'impôt, qu'on rigole 2 minutes. Moi je dis toujours ça aux gens qui nous disent mais non, quand même, c'est consenti, c'est légitime. Alors, je parle même pas de ceux qui nous disent que c'est nécessaire pour payer des services publics. Là, on va un petit peu en parler soit plus tard, soit dans une autre vidéo, parce que c'est encore un autre sujet. Là, c'est une confusion classique, enfin, c'est plutôt une incompréhension, plutôt, de ce qu'est la logique de service, de ce qu'est le marché, de ce qu'est l'échange. Mais même juste sur le côté consentement, non. Tentez de ne plus payer l'impôt, vous allez voir ce qui va se passer. Tentez de prendre votre liberté par rapport à ça, donc d'être vraiment dans le consentement, c'est-à-dire faire un choix éclairé, se dire ok, j'arrête. Vous allez voir si l'État lui est d'accord. Vous allez voir si l'État lui est d'accord. Non. On viendra toquer à votre porte un jour ou l'autre. Petit contrôle fiscal, petit huissier aussi qui va venir, et petite police monopolistique qui va venir te toquer à la porte pour récupérer son dû. LOL. Ok? Donc, il n'y a pas de consentement. Vu qu'il y a une menace de sanction, il y a une menace directe d'initiation de la violence, puisque l'État, je rappelle, détient la violence soi-disant légitime, détient une police. Voilà pourquoi est-ce que le régalien monopolistique est le plus grand danger du corps social, enfin pour le corps social, pour la société, le plus grand danger. C'est la première chose à libéraliser. C'est aussi pour ça que le minarchisme n'est pas cohérent, il ne tient pas debout, mais c'est encore un autre sujet. Petit tacle. Ah, cette bonne guerre, chers amis, cette bonne guerre. Et puis il faut dire Los Telmos, il faut dire un petit peu la vérité parce que je crois qu'on en a grand besoin dans cette France qui est en plein déclin intellectuel. Et donc il faut absolument dire les choses telles qu'elles sont. Donc premier élément, l'impôt est un vol, c'est un viol de propriété, il n'y a pas de consentement. L'État viendra toujours chercher son dû, enfin son soi-disant dû, qui est le vôtre en principe, on s'entend. Mais ensuite, l'impôt a certains effets. Ok, principes effets, maintenant on passe aux effets, on passe sur le côté réaction en chaîne, quoi. Qu'est-ce que ça produit économiquement parlant? Bah, déjà, ça vous désincite à la production. En prenant une part conséquente de vos revenus, l'État dissuade l'initiative privée. Pourquoi est-ce que vous travaillerez et pourquoi est-ce que vous investiriez davantage dans différentes activités économiques si une part conséquente et de plus en plus conséquente de vos gains est systématiquement confisquée par le Léviathan pour être redistribuée et faire l'égalité matérielle, la justice sociale, les services en veux-tu en voilà, services imposés, du coup il n'y a pas de service public, c'est des sévices publics, comme dit je crois Stéphane, Stéphane Gère, qu'on salue. Non, non, ce sont des services imposés, voilà, pour faire tout un tas de choses, pour faire avancer son agenda et pour s'enrichir. Donc pourquoi est-ce que vous seriez incité à faire plus si de toute façon, de plus en plus, en même temps, on vous prend, quoi?
C'est pas du tout incitatif. C'est incitatif quand l'impôt est très faible, voire quand il n'y en a pas du tout. On n'y est pas encore, hein, même dans... voilà, c'est encore quelque chose qui est très loin. Mais en tout cas, à minima quand il est très faible, eh ben, vous êtes beaucoup plus incité à produire parce que vous savez que vos gains seront capitalisés, qui resteront dans la structure, dans la vôtre, dans le giron de votre propriété privée, qui pourront être consommés ailleurs, investis ailleurs, épargnés ailleurs. Et ainsi circuler. Quand le capital est laissé libre, quand le capital peut circuler, quand il peut être capitalisé, fructifié, par la liberté, hein, et par le marché, on est beaucoup plus incité à faire le jeu du marché, et donc à être entrepreneur, producteur, investisseur, tout simplement. Voilà pourquoi dans les sociétés extrêmement étatisées, socialisées, les entrepreneurs fuient des capitaux. Bah ouais, en fait, hein, c'est normal, hein, c'est juste la base absolue du commerce et de la compréhension économique. Plus je suis attirant en tant qu'entité territoriale et juridique, plus je suis attirant, séduisant pour les capitaux, pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour les boîtes, hein, en général, pour tous les gens qui veulent se mettre en concurrence, plus en même temps, j'enrichis mon territoire et plus en même temps, je fais venir des profils qualifiés, des profils de producteurs. Je crée les bonnes incentives pour que sur mon territoire, richesse, pardon, puisse être créée et échangée. D'accord? Bon. Donc, deuxième élément, des incitations à la production. Troisième élément, c'est que l'État va toujours gaspiller vos ressources, donc celles qu'il vous prend et qu'il s'accapare. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas une entreprise. L'État, c'est pas une boîte en concurrence, c'est pas quelqu'un, une entité qui est un nœud de contrat, hein, une entreprise qui joue sa peau avec un apport de capitaux et qui va spéculer pour faire des profits, puisqu'il n'y a jamais de profit certain. Non, non. L'État, c'est un administrateur, enfin en tout cas qui se déclare comme tel. C'est un spoliateur. Là, il se déclare pas comme tel, mais c'est ce qu'il est fondamentalement. On revient au premier point de la coercition. C'est un redistributeur aussi, hein, voilà. Donc c'est pas une entreprise, donc il n'est pas sur le marché, il n'avance pas ses capitaux propres, il ne joue pas sa peau, il ne se fie pas aux signaux de prix pour répondre à une demande, il ne fait pas attention au phénomène de rareté, hein, donc au marché aussi, hein, et encore une fois au prix, qui reflète tout ça, rareté et demande. Non, 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 il s'en fout de tout ça. Il fait avancer son propre agenda. Il fait avancer son propre agenda. Pour ça que l'État va toujours produire du gaspillage ou des pénuries. Et quand on parle des grands travaux, des grandes infrastructures, des services, encore une fois, publics qui rendent, c'est pas des services qui sont mis en concurrence sur le marché, donc c'est pas des services qui répondent à une demande réelle. Ça reste des commandes publiques, ça reste des choses faites un peu, pardon, au doigt mouillé. C'est pas, si vous voulez, une entreprise, encore une fois, qui va vraiment tout faire pour être rentable et donc faire très attention aux signaux du marché. L'État ne fait pas très attention aux signaux du marché, hein. Même si l'État perd de l'argent et déficitaire ici ou là, il se rend flou en permanence. Si une opération n'est pas intéressante pour lui in fine, si on se rend compte que finalement, bah, c'est pas si intéressant que ça économiquement parlant, aucune importance. L'État n'a aucune incitation à être rentable, parce que s'il ne l'est pas, ça n'est pas grave. Enfin, c'est pas une boîte, encore une fois, c'est juste pas une boîte. Et donc, quand on ne se gère pas comme une boîte, quand on n'agit pas comme une boîte, comme une structure capitalistique, qui encore une fois avance ses capitaux et doit tout faire pour être rentable parce que sa survie en dépend, on n'a pas les bonnes incitations. Donc l'État, de facto, n'étant pas sur le marché, va gaspiller ou va produire des pénuries, hein. C'est toujours l'un ou l'autre de toute façon, hein. C'est soit je fais trop, il y a du gaspillage, et je fais des choses qui sont inutiles, qui ne sont pas demandées, ou beaucoup moins demandées que prévu, hein. C'est pareil, enfin, on s'entend, c'est qu'une question de degré après. C'est à quel point est-ce que j'ai trop produit, mais qu'importe. À la fin, il n'est pas aligné sur une demande, et il ne cherche pas à tout instant, à s'ajuster sur la demande. Parce que le marché est mouvant. Le marché, c'est une dynamique. Ce sont des harmonies en dynamique constante, si vous voulez. Enfin, c'est une répétition, mais voilà, c'est une harmonie des interactions, donc c'est une dynamique permanente, voilà, on s'entend. Donc ça, c'est absolument inévitable. Ou alors, je l'ai dit, hein, du gaspillage, pardon, des pénuries, donc c'est l'inverse des pénuries, à savoir pas assez de production, parce qu'il empêche ici ou là, par exemple, il empêche de construire, il empêche de faire des logements, enfin de bâtir des logements, il contraint les investisseurs, il contraint les propriétaires.
pénurie de logements en France. Bah ouais, en fait, hein, c'est toujours comme ça depuis des milliers d'années, en fait, hein, mais la caste politique ne veut pas entendre, elle est bouffée par l'idéologie, et jusque-là, elle considère qu'elle a intérêt à continuer comme ça pour son propre agenda. Et bah voyons, hein. Donc pour nous, bah, ça marche pas du tout, c'est une catastrophe. Nos jeunes, notamment nos étudiants, sont lésés. Les propriétaires aussi, hein, ceux qui ont les biens directement locatifs sont lésés. Moins incité à investir, moins incité à mettre en location et les capitaux fuient ailleurs, hein. Puisque l'immobilier n'est plus si intéressant, en tout cas c'est de plus en plus compliqué, hein, pour les propriétaires, ben on va faire autre chose, hein. On va faire autre chose. Ou alors on fera de l'immobilier, mais pas en France, mais ailleurs. Toujours pareil, des incitations. Donc l'État gaspille toujours, ok? Troisième point. Ou fait des pénuries, ok? Quatrième point, c'est que l'impôt crée de toute façon, donc ça va ensemble, mais j'ai fait un quatrième point pour le préciser, mais ça va ensemble en fait. L'État produit ce qu'on appelle des distorsions économiques. Par ces phénomènes, par ces actions plutôt de redistribution et de subvention, notamment aux entreprises ou aux associations, et voilà, ce genre de choses, l'État va forcément fausser les signaux de prix. Quand vous subventionnez, quand vous allouez davantage de capital à des entités administratives, juridiques, enfin, ou à des entreprises d'ailleurs plutôt, là je pensais plutôt à ça pour le coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces entreprises ont plus de capital d'un seul coup que prévu, et donc elles peuvent se permettre de mener à bien des projets qu'elles n'auraient pas menés sinon. Et en fait, le gros problème de ça, c'est que tendanciellement, ça va faire que ces boîtes qui ont donc des moyens d'un seul coup dopés, hein, donc la subvention c'est ça, hein, c'est d'un seul coup j'ai beaucoup plus de capitaux, vont pouvoir se permettre de mener des projets qui peuvent être en fait non rentables et qui sont pas en fait vraiment des projets qui émanent d'une demande. D'un seul coup, on n'est plus en connexion directe avec le marché et on ne répond plus pardon, aux besoins réels des consommateurs. Donc ça, c'est le gros problème et c'est pour ça en fait qu'à la fin, souvent ce qui se passe hein, dans beaucoup d'entreprises qui ont été trop nourries au crédit facile, pas cher et à la subvention, c'est qu'il y a des retournements et donc, il y a ce qu'on appelle souvent des malinvestissements dans la littérature économique et autrichienne aussi souvent. C'est-à-dire donc des projets en fait qui n'auraient pas vu le jour, qui n'auraient pas dû voir le jour sans intervention de l'État, hein. Il y a eu un détournement des ressources rares, enfin, et des capitaux, des usages productifs dans le privé, hein, dans le secteur privé, vers des usages qui sont moins productifs, ou vers carrément des usages publics, hein, donc encore moins productifs que tout, voilà. Et donc tout ça nuit à l'économie après dans son ensemble. Voilà, je vous la fais un petit peu vite, c'est encore un peu plus fin que ça, mais il faut aussi que ces vidéos soient digestes pour vous et compréhensibles du grand public, hein, sinon c'est pas très intéressant me semble-t-il. Et puis le dernier point, c'est que l'impôt engraisse l'État en fait, hein. L'État lève l'impôt pour se perpétuer. Et ce que je marque, c'est que sa survie dépend de nous, ne l'oubliez jamais. Mini parenthèse, hein. L'État n'étant pas une entreprise, il ne génère pas lui-même sa richesse. Il ne se génère pas par son propre apport et par les services qu'il rend et par les profits qu'il pourrait réaliser, sa propre richesse. Non, non, il vient la ponctionner chez le productif. Vous, enfin moi, pardon, moi et vous, enfin voilà, vous et moi. Euh, d'accord? Très important ça. Sa nature fait que il ne se comporte pas directement comme une entreprise et donc par conséquent, pour se perpétuer, il doit reposer sur la spoliation, sur la captation à la fois de vos propres capitaux, de vos ressources, et en même temps sur la captation d'une partie de l'économie, ce qu'on appelle hein, la socialisation ou euh, voilà la captation, oui c'est bien aussi des moyens de production. Hein, on va avoir la main mise hein, sur certaines industries stratégiques, on va venir un petit peu emmerder certaines entreprises. D'ailleurs, je dis emmerder, mais certains sont très contents en fait hein, d'être en connivence hein, et d'avoir un certain nombre de privilèges. Puis à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tellement contents qu'ils reviennent et que c'est après eux, hein, c'est capitaliste, lol, hein, c'est voleur en fait, hein, et c'est tricheur. Après, ils reviennent vers l'État et même ils lui mettent la pression parfois, hein, et puis ça marche dans les deux sens, quoi. Il y a une espèce d'entretien État-entreprise, hein, voilà, avec des jeux de pouvoir et des rapports de force qui se mettent en place entre les deux, euh, contre évidemment à chaque fois notre intérêt, hein, évidemment, puisque à chaque fois
c'est de l'argent détourné. Je le rappelle, détournement des ressources d'usage productif vers de l'improductif et moins de capital pour vous. D'accord? Donc l'État dépend de nous, de notre capacité à produire et à générer de la valeur, et tout ça pour financer son contrôle sur la société. Tout ça lui permet d'avoir une mainmise. C'est par l'impôt qu'il fait tout ce qu'il fait. C'est par la fiscalité. Parce qu'il faut bien de l'argent, quoi, quelque part. Hein, et l'argent, il vient d'où? Bah, de vous, de moi. Et puis, dernière chose qui est en lien avec ça, c'est le fait que bah, plus d'impôts pour vous, donc plus d'impôts levés par l'État, donc voilà, plus d'impôts pour la société, bah, c'est moins de capital pour vous, donc moins de capacité à consommer, à investir et à épargner. Et d'ailleurs, surtout à épargner, hein, c'est vraiment... en fait, la pression fiscale joue contre votre préférence temporelle, donc contre votre capacité à vous projeter, donc à investir, hein, et à faire fructifier le gain de votre labeur, de votre travail, à en fait monter en puissance économiquement, à pouvoir vraiment vous projeter et à vous solidifier sur le plan vraiment économique, quoi. C'est donc une manière en fait un peu de vous garder appauvri, dans une consommation plus immédiate, avec une difficulté à investir, à épargner. Et donc c'est pour ça que les sociétés en fait extrêmement étatisées, socialistes, ont une préférence temporelle très élevée. Donc pour le présent, pour le maintenant, pour le tout de suite, on consomme directement parce que l'argent ne vaut plus grand-chose, parce que l'épargne est compliquée. Forcément, hein, quand la monnaie ne vaut plus rien, c'est compliqué. Et donc voilà, plus il y a de pression fiscale, moins vous êtes vous en mesure de faire ce que vous souhaitez avec votre capital et notamment à épargner et à prévoir long terme, à voilà, faire fructifier encore une fois le gain de votre, enfin les gains de votre travail, de votre production individuelle. Voilà, donc c'était les 5 grands points que je voulais mentionner. Il y en a d'autres, il faut être encore plus fin que ça, on s'entend, mais c'est un aperçu global et c'est une bonne manière de me remettre un peu aussi le pied à l'étrier pour YouTube. Surtout qu'on parle en ce moment encore une fois, hein, c'est en lien avec l'actualité, hein, c'est important, je pense, d'en parler et d'en reparler. Euh, il faut vraiment arrêter avec cette maladie française qui consiste à toujours parler de hausse d'impôts et de pression fiscale et de lutter contre l'évasion fiscale et de taxer les riches et de... Non, non, non. Taxe is zeft, l'impôt est un vol, et surtout, par effet, par conséquence, par voie de conséquence, l'impôt produit du malheur économique, de la destruction économique. J'en ai parlé, hein. Distorsion, désincitation à la production, gaspillage, pénurie, engraissage du pouvoir, contrôle social de l'État sur un ensemble de gens, sur la population. Ça joue pas du tout pour nous, tout ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'à un endroit, il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que redistribuer arbitrairement, c'est créer de la richesse. C'est faux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que les gens sortent de la pauvreté, de la précarité, il faut de la liberté par le marché. Il faut qu'on augmente les gains de productivité et la hausse du niveau de vie s'en suivra. Enfin, ça va suivre, quoi. Mais ça, tant qu'on continue de penser que c'est par redistribution forcée, que c'est par captation, spoliation, et par fiscalité, hein, par voilà, augmentation de la pression fiscale, qu'on va sortir les gens de la misère parce qu'il faut être solidaire, machin, machin. Non, la solidarité passe par le marché, par la mutualisation, par l'initiative privée, par tout un tas de stratégies entrepreneuriales qui nous permettent de nous sortir tous grandis d'une situation sociale. C'est pas du tout par le vol. Enfin, en quoi voler crée de la richesse? Voler détruit de la richesse. C'est l'exact opposé. L'exact opposé. Tant que tout ça n'est pas compris et tant qu'on ne considère pas l'impôt comme une manifestation de la violence institutionnalisée, on continuera de le légitimer, de dire que c'est pas si grave que ça, que ça passe, ça passe. Non, ça ne passe pas. C'est pour ça que son abolition à terme, alors est-ce qu'on le vivra, hein, nous, dans notre existence? Je sais pas, mais bon, espérons, mais à terme, son abolition n'est pas une option, c'est une nécessité. Nécessité pour vivre enfin dans une société civilisée où on a compris qu'on peut vivre ensemble et augmenter le niveau de vie sans besoin d'aller voler son voisin. C'est même juste, enfin, la base absolue de la civilité, quoi. Pas voler son voisin, mais au contraire l'enrichir via l'échange volontaire, tout simplement. Bon. On va s'arrêter là, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut.
N'oubliez pas que vous avez des vidéos plus développées, plus détaillées, plus riches en description, un Partie Académie, donc abonnez-vous, 5 € par mois sur mon Substack ou 50 € par an, voire pour les plus généreux d'entre vous, plus de 50 € par an au niveau bienfaiteur, qui vous offrira dans quelques semaines, ce niveau bienfaiteur, un cours gratuit, un cours offert, qui portera sur le libertarianisme dans son ensemble, hein. C'est un cours qui va en fait vous permettre de comprendre ce qu'est l'anarcho-capitalisme en, je pense, 10 questions-réponses. Donc ça sera très pragmatique, comme on dit, très, voilà, très droit au but, très terre à terre, pour bien faire comprendre à mon audience, qui désire hein, se former encore davantage, ce qu'est vraiment la liberté radicale. Donc voilà, passez en mode privé, hein, passez côté académie, lien en description. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!